C'est un immense cinéaste, Costa Gavras. Évidemment, ne le présente pas Z l'aveu. Tant de films, tant de chefs-d'œuvre du cinéma, Costa Gavras. Et là, c'est le dernier souffle. C'est un film presque pas comme les autres. J'allais dire à la fois, c'est un film politique, social, intime. Au fond, c'est le film des films. C'est le film qui rassemble tout. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie et la fin de vie. Voilà, c'est ça. C'est un sujet qu'on néglige beaucoup, surtout la fin de vie, parce qu'elle nous fait peur. Elle nous fait peur, et alors on n'y touche pas. On a eu d'ailleurs des difficultés énormes pour financer le film, parce que dès qu'ils entendaient le sujet, ils disaient non, on ne touche pas à ça. Oui, oui. Faire un film sur la mort, mais en fait, c'est faire un film sur la vie. Fait le film sur ceux qui vivent. C'est vrai qu'il y a la mort par laquelle nous avons tous passé, et il y a ceux qui vivent. Et comment ils le vivent, c'est ça. Et aussi comment ça se termine, dans quelles conditions. Et ça se termine dans, dans la paix, dans une sorte de dignité. Parfois non, la plupart du temps non. Alors j'ai découvert, grâce au livre de Grange et de Régis Debray, j'ai découvert les soins palliatifs. C'est un lieu extraordinaire de tranquillité, où le malade, il est suivi tout le temps, jusqu'au bout, avec des personnes qui l'entourent. Il y a une chose, un détail, le docteur, par exemple, des soins palliatifs, ne reste pas debout, il s'assoit à côté du malade. Il lui prend la main, à elle ou à lui, et il discute, ou il reste à côté d'eux en silence. Et c'est un moment formidable, parce que c'est la paix. Alors ça m'a épaté. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'il faut faire quelque chose, là. Alors j'ai réfléchi. C'était pas facile. Parce que le livre raconte une série d'épisodes, une série de cas. Il a fallu faire le scénario, les réunir, etc., etc. Mais finalement, c'est fait. Et c'était des grands moments. Et ce qui était intéressant, c'est que les acteurs, ils ont accepté tous immédiatement. Oui, ils sont incroyables. Denis Podalides, Kat Merad, Marilyn Canto, il y a Karine Viard, Yann Abbas. On est emporté parce que on est... Charlotte Rampling. Oui, Charlotte un tout petit Rampling. rôle. Je dis Charlotte, voilà, j'ai un tout petit rôle, peut-être le plus petit rôle de votre carrière. Est-ce que vous acceptez de le faire? Il me dit, fais-moi lire. Je lui ai fait lire et il a accepté. Et ça a été vraiment un cadeau énorme, et pour moi et pour le film. Et là, une scène pas très longue, mais elle est formidable. Oui. Voilà. C'est ça aussi qui a donné une grandeur au film et au contenu du film, je crois. Oui, regardez, Le Dernier Souffle, le nouveau film de Costa Gavras. Je vous présente le docteur Augustin Massé. J'ai lu vos livres. Le fléau des seniors m'a fait rire. Mes livres vous font rire? Vos patients, vous leur dites toujours la vérité? Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui? Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il n'est pas d'ici, lui. Oui, non, il est philosophe. Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale. Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande. Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure. Tu fais un bon métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas. Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous faisons. Je vous promets d'être le plus discret possible. D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne. Vous proposez quoi? Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte. Ces connards sont croyants. Pas touchés à la vie. Même en ruine. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir. Tu acceptes de parler avec notre psychologue? Mon psy est là-haut. C'est incroyable, hein, Costa Gavras. Parce que, oui, il y a de l'émotion. Oui, on approche la mort. On la titille, on la regarde en face. On ose la regarder en face. En même temps, il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de rire. C'est ça qui est incroyable. Surtout, si c'est un film sur la vie, hein, c'est pas sur la mort. C'est pour ceux qui vivent et comment ils le vivent et comment ils se comportent au dernier moment. Et parfois, ils exagèrent parce que les proches, les parents veulent absolument de continuer la vie. Or, c'est impossible. Ils n'acceptent pas cet impossible-là. Alors, ça crée des situations par moments drôles, par moments tragiques. Voilà, c'est ça le film essentiellement. Et c'est un film aussi, à mon avis, pour moi en tout cas, pour dédramatiser
ces moments terribles, essayer de les accepter autant que possible, naturellement. On est triste, on a tous ces sentiments humains, mais il faut essayer d'être digne. Oui. Il faut finir dans la dignité. Ça, c'est important. On dit toujours, Costa Gavras, votre cinéma, dès le début, a été un cinéma politique. J'ai l'impression que là, c'est peut-être le plus politique des politiques. Au fond, on est au cœur de tout, là. Le cœur des politiques, regardez ce qui se passe depuis 2 ans maintenant en France. On essaye de faire une loi, on n'arrive pas à en finir. Une loi politique pour régler la fin de vie. Et ils n'y arrivent pas, parce que c'est complexe. Mais à mon avis, il faut revenir à l'humain. Et si on explique à l'humain ce qu'est, eh ben, les choses s'arrangent. Mais pour le moment, c'est des calculs de toutes sortes de politiciens même par moment. Et je crois que c'est dommage. Oui. On a Denis Podalides, qui est un écrivain à succès, qui arrive comme ça, qui rencontre Cadmerade, qui s'occupe de ses malades. Il veut faire un livre. Bon, on ne va pas raconter l'histoire, mais la vie, on est tous concernés. Et peut-être que l'écrivain qui interprète Denis Podalides va l'être lui aussi. Et au fond, on est confronté à sa propre mort, en voyant finalement la fin de vie. Voilà. La fin de vie devant soi. Oui. Et il y a des situations incroyables. Oui. Il veut écrire un livre, en même temps, il a un petit problème, quelque part là, et il voit les malades d'une autre manière que quelqu'un, sinon ça serait du tourisme, parce qu'il visite les différents malades pour le livre, et c'est là où on s'aperçoit la fragilité de quelqu'un face à la mort, à la mort possible, et aussi la peur. Parce que j'ai lu quelque part une chose, il n'y a rien de plus terrible chez l'homme, le plus terrible dans la vie, ça n'est pas la mort, c'est la peur de la mort. Et ça qui nous traite, qui nous guide et qui nous poursuit peut-être toute notre vie parfois. Oui. La mort, elle est là présente. Donc, il faut l'accepter. Oui. C'est un tout petit peu ça que j'essaye de faire mes personnages. Oui, et c'est un grand film de cinéma. Regardez, il y a des comédiens qui sont dans cette histoire-là. Ils sont pris par leurs personnages, ils sont pris par les situations. Et comme on le disait, il y a plusieurs situations. La mort peut être joyeuse, la mort peut être attendue comme une délivrance, y compris par les proches. Comment on peut vivre des choses comme ça? C'est comme la fin d'une fête. Vous dites la vie est une fête. Et après, il y a la fin de fête. Ouais, et à la fin de la fête. Ouais. Il faut la fin, il faut accepter la fin et s'organiser pour que cette fin soit le mieux possible. Voilà. Et ça, on n'a pas appris ça. Personne ne nous apprend ça depuis l'enfance. Au contraire, on nous a dit que c'est très mauvais, que c'est épouvantable. Non, c'est normal. Il n'y a pas d'autre issue. Donc il faut accepter cette issue comme on accepte d'autres choses. Les maladies, les opérations et tout ça, on les accepte. Eh bien, il faut accepter ça aussi. Oui, de vivre sa mort. C'est de 2 mots qui paraissent incroyables, vivre et mourir. Vivre sa mort, c'est quoi vivre sa mort? Vivre sa mort, c'est être accompagné toujours par quelqu'un, avoir autour de soi des personnes qui vous aiment, qui prennent soin de vous. La moindre chose dont vous avez besoin, elle le fait, sauf la vie évidemment, parce qu'elle part, et c'est ça. C'est ça, les soins palliatifs, c'est des lieux qu'on a inventés qui sont formidables. Formidables parce qu'il y a une ambiance extraordinaire. D'ailleurs, pour cela que j'ai choisi des vraies infirmières des soins palliatifs et des vrais docteurs pour jouer le rôle, parce que les mouvements, les gestes, comment ils parlent, etc., c'est tout à fait différent de tout le monde. Et ça, c'est une sorte de permanence pour les patients et une sorte de tranquillité peu à peu. Voilà. C'est ça. Mais en même temps, le film est fait pour les vivants. Et sur les vivants. On vit surtout avec les vivants. Bon, les morts, c'est la fin. Mais les vivants restent. Ils restent, ils se comportent d'une certaine manière, mais quelquefois ils sont très violents parce qu'ils veulent absolument que le docteur fasse vivre davantage. À tout prix. Oh, c'est impossible. Et là, ça crée des scènes assez par moments cocasses, par moments tragiques, voilà, comme je disais. Oui, on voyait les images, il y a dans le film des scènes extraordinaires, le motard avec le club de Harley-Davidson, comme ça, comme une cérémonie. Au fond, on vous dit, la mort est un scandale, absolument, mais irrémédiable. C'est un scandale. Irrémédiable. C'est un scandale. Il faut accepter quelque chose qui est scandaleux, au fond. Oui, oui. Qu'on accepte plein de choses scandaleuses. Mais les motards dont vous parlez, c'est quoi? C'est des amis d'un club qui viennent visiter de quelqu'un qui est vers la fin de sa vie. Alors, ils viennent lui faire un grand tour. Et c'est un moment très, 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 très émouvant parce qu'ils font un spectacle presque, pour lui faire plaisir, oui, pour le faire sourire. Et ils les font sourire.
Il y a Prévert, deux escargots Bah, qui vont à Prévert- l'enterrement, qui reviennent de l'enterrement. Prévert, oui. Oui, un escargot qui vont à l'enterrement de la feuille morte, mais quand ils arrivent, la feuille est verte de nouveau. C'est-à-dire la vie est partie et la nouvelle vie recommence. C'est ça l'idée de la fin. Et j'ai fait une scène avec ça qui a de la musique, un peu de danse aussi, et surtout le poème de Prévert qui dit tout sur la vie et sur la mort. Oui, mais de là-haut, hein, dans le ciel, la lune veille sur eux. Vous y croyez à ça, Costa-Gavras? Il y a une lune comme ça qui veille sur Montand, sur Signoret, sur Georges Semprin, sur tous ceux que vous avez aimés dans votre vie? Il veille absolument en moi. C'est ça la lumière de la lune qui est en moi, avec tout ce monde, pour lequel aussi, de certaine manière, j'ai fait ce film, parce que je les ai vus partir les uns après les autres, et certains dans de bonnes conditions. J'ai vu aussi une fois quelqu'un, un de mes collaborateurs techniciens, quand il m'a vu arriver à sa table, à son lit, il m'a pris les mains, il m'a dit « Non, ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas partir », il disait. Et il disait la même chose à tout le monde. Et je me suis dit, c'est terrible, les films comme ça. C'est terrible pour lui-même, tragique pour lui-même et tragique pour sa famille, ses proches. Alors c'est pour ça aussi que j'ai fait le film, en disant qu'il y a une autre façon d'apprendre à finir, d'apprendre à se comporter, à être, en faisant un effort, bien sûr. Mais il ne faut pas essayer à tout prix de contrer cette chose qui est la mort, qui est incontournable. Oui, mais les Césars vont vous remettre un César d'honneur. Costa-Gavras, César d'honneur. César d'honneur, c'est un grand honneur, sans jeu de mots. Pourquoi c'est un grand honneur par rapport à deux autres prix qu'on reçoit? C'est parce que la profession vous choisit. La profession qui vous connaît depuis des années, et tout d'un coup, à un moment précis, comme est la cérémonie des Césars, vous honore, m'honore. Alors là, c'est un plaisir immense et je ne peux pas les comparer à quoi que ce d'autre. On parle des Oscars, on parle des palmes, etc. Mais ça, c'est la plus belle palme pour quelqu'un. Vous allez penser à vos parents, vous allez penser, quand ils ont quitté la Grèce, arriver à Paris, découvrir à la Cinémathèque les premiers films qui vont déclencher votre vocation. Vous allez penser à tout ça? On va penser, je pense déjà à tout ça, parce qu'il faut dire des choses, Madame César. Et je me dis, c'est un parcours absolument incroyable. Et pas seulement incroyable, mais impensable. Impensable. Parce que un jeune qui arrive comme ça d'un pays où il n'y a aucune relation avec le cinéma, et tout d'un coup il est accueilli par un pays comme le laisse travailler, le fait à l'école, etc., le prend, des grands metteurs en scène ont travaillé. On demandé de travailler avec eux, et c'était un honneur énorme. Oui. Jean Giono. Jean Giono. Vous allez travailler avec Jean Giono. Assistant de Jean Giono, deuxième assistant de Jean Giono dans un film qui s'appelle Crésus avec Fernandel. C'était les débuts, là. C'était vous découvriez tout ça. C'était un amusement formidable. Ouais. Surtout avec Jean Giono, parce que souvent je l'accompagnais en voiture au tournage, depuis chez lui à Manosque jusqu'au tournage sur le haut plateau. Et ça a été. Il me racontait des histoires formidables du paysage, des pays, des animaux du pays. Il y avait des villages abandonnés complètement. Et il me disait, voilà, ça, il faut reconstituer tout ça. Là, il y avait une vie, raconter la vie des villages qu'il connaissait très bien. Et les paysans, et qu'il avait fréquentés sûrement, jeune. Et c'était des grands moments. Oui, vous vous souvenez évidemment de René Clément, Le jour et l'heure. Le jour et l'heure. Immense réalisateur. Immense réalisateur qui, à mon avis, n'est pas suffisamment honoré en France, malheureusement. Et j'en ai fait deux avec lui. Et celui avec Simone Signoret, Le jour et l'heure, et après Le félin avec Delon. Ouais. Avec Delon et Jane Fonda. Jane Fonda. Incroyable. Formidable. Couple énorme. Ouais. Deux animaux de cinéma. Fonda et Delon. Et on est devenu... Pour vous, le jeune qui arrivait là au milieu. Et on est devenu presque bon ami avec Delon, que j'aimais beaucoup, que malheureusement, on n'a jamais réussi à travailler ensemble. Vous auriez voulu travailler avec Delon? Ah oui, absolument. Oui. Même il m'a proposé un scénario que je connaissais bien, puisque je l'avais réécrit avec quelqu'un. Mais je l'avais réécrit pour Belmondo. Et quand il y a eu une séparation avec Belmondo à cause des producteurs, Alain est venu me dire, voilà, tu veux le faire? Et les producteurs, je les écarte complètement. Je dis, mais non, j'ai promis à Belmondo.
je ne vais pas quitter Belmondo pour aller avec toi. J'ai regretté, on trouvera autre chose. Voilà. Ouais. Et on n'a pas trouvé autre chose, malheureusement. Belmondo, que vous avez connu le Saint-Jean d'hiver, avec Gabin. Avec Vous Gabin, étiez absolument. assistant d'Henri Verneuil. De River, Hein oui. Un film mythique. Écoutez, à Deauville, autour de Vous Deauville. vous souvenez des tournages, des scènes de délire éthylique Des délires éthyliques. Tous les deux, oui. L'un racontait son histoire du passé, Gabin, et Belmondo de l'actualité. C'était au début quand ils ont décidé de les réunir, tous les deux, ils étaient très inquiets, les producteurs. Et ils me disaient, Costa, viens avec nous quand ils vont se rencontrer pour la première fois, parce que comme ça, Belmondo aura quelqu'un, je le connaissais bien Belmondo avant, aura quelqu'un de son âge. Et puis quand ils sont réunis, Gabin est tombé sur le bras, a pris sur le bras Belmondo, il dit « mon fils ». Et c'était son fils finalement, parce qu'il a remplacé d'une certaine manière par la suite. C'est devenu le Belmondo, le grand Gabin de la suite. Ah bah, vous auriez aimé faire jouer Gabin, j'en suis sûr que ça Gavras. Vous auriez aimé avoir Gabin dans votre objectif. Hein? Gabin, il était le début du cinéma pour moi. C'était pas le grand-père, mais le grand acteur qui est passé de jeune, beau, avec des films extraordinaires, au grand-père, qu'il était à la fin avec des films absolument étonnants, que tout le monde courait voir. Ouais. C'était des grands moments. Bon, je ne veux pas dire que mon époque était plus belle que l'actuelle. Elle est différente de l'actuelle, avec beaucoup de metteurs en scène de grande qualité et beaucoup de femmes, ce qui est essentiel aussi, à mon avis. Oui. Ça change beaucoup la sensibilité du cinéma. On voit les choses d'une autre manière que celle des hommes. Puis alors, vous allez découvrir Jacques Demy, la baie des Anges. Et ça, c'est un cinéma de vie, d'amour, de couleur. Et le changement du cinéma, c'est le moment où le cinéma commence à changer. Jacques Demy avec Jeanne Moreau comme l'actrice, qui était d'une grande beauté à l'époque. Et Jacques Demy a voulu qu'elle soit toute en blanc, même les cheveux. Même la chambre d'hôtel où elle habitait à Nice, en blanc. Une voiture blanche. Mais Jacques, c'était un homme adorable et de grande qualité, comme metteur en scène, mais comme homme aussi. Il y avait un autre comme ça, Jacques Perrin. Ouais, qui va être évidemment dans des films de Demy incroyables. Absolument. Marin en cheveux blancs. Ouais, exactement, dans les comédies musicales merveilleuses. Il va vous aider à produire. Ah, mais il a produit Z. Oui. D'abord, il a été l'ami, il était l'acteur et le producteur. En plus, le merveilleux personnage dans la vie quotidienne, où il donnait de l'argent à qui avait besoin finalement. C'était incroyable même. Et grand acteur. Et ça, c'est inoubliable, Jacques. Oui, avant l'aveu. Parce qu'il a fait des films que personne d'autre n'a fait. Des films absolument inouïs. Il a fait pour plonger au fond de la mer, il a fait construire des machines que personne n'osait. Eh bien, il a fait. Et il a exploré le monde sous-marin d'une manière inouïe et unique. Oui, et évidemment, avant l'aveu, il y a Compartiment tueur, et puis Z. Et Compartiment tueur, c'est la rencontre, évidemment, Signoret et Montand. Ça va marquer votre vie, Costa Gavras. Oui, complètement. C'est grâce à eux que j'ai fait le film, parce que Simone a voulu accepter de faire un rôle. Et Montand, il m'a dit, à un moment donné, tu as fait un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi. Voilà, c'est comme ça. Et on est devenus très proches au moment où il avait plusieurs rôles. Je lui avais dit, Yves, choisis les rôles que tu veux. Il a choisi, il n'y avait qu'un rôle possible, en fait, c'est le policier. Il m'a dit, je ne vais pas faire un policier, etc. Je lui ai dit, pourquoi tu ne fais pas le policier avec l'accent du Midi? Et hop, il a accepté. Il a fait avec l'accent du Midi. C'était comme un masque qui se mettait, que Montand disparaissait pour être un policier. Et il était merveilleux. Oui, et Z, l'aventure est dingue. C'est aussi la rencontre avec Georges Samprun. Ah oui, absolument. Samprun, que j'ai rencontré dans le groupe Montand-Signoret, comme Chris Marker et quelques autres. Et il a accepté de travailler avec moi pour faire le scénario de Z. Et on en a fait 3 autres après, films. Et ça a été aussi des rencontres extraordinaires. Mais ça, ces rencontres, c'était grâce au Montand, parce que c'était un lieu chez eux. C'était un lieu où on parlait beaucoup des choses importantes de la vie, de la politique, du cinéma, et sans fanatisme.
sans idéologie fermée complètement, l'ouverture. Et ça, c'est une école, une université pour moi énorme. Ouais, alors les Oscars, évidemment, pour Z, Cannes, et puis après, il y aura l'aveu. Et l'aveu, pour mon temps, c'est quelque chose, évidemment. Je crois que c'est Lanzmann qui vous parle de ce personnage. Non, Lanzmann me parle du livre. Claude Lanzmann me parle du livre, il parle du livre dans une soirée, et je suis fasciné, et l'aveu. Et j'achète le livre, je le lis, et je dis immédiatement à Saint-Proun et Montand, moi je vais faire ce film, est-ce que vous êtes partant? Et Montand me dit oui, si vous le faites avec Georges, on parle. Et on l'a fait avec Georges. Oui. Parce que Georges lui-même, Saint-Proun a été communiste et même très très proche de la direction. Il avait même rencontré Staline. Et donc ce travail a abouti avec le film L'aveu qui avait fait un énorme bruit à l'époque. Oui, Oui. oui, mais qui est un coup de poing, d'aller dire, dans un conformisme où le regard que l'on portait sur l'Union soviétique, sur le communisme, qui va être évidemment très critiqué, c'est-à-dire que vous bousculez. Oui, parce que ma génération a vécu parallèlement à l'Union soviétique et au communisme, parce qu'ils avaient quand même détruit Hitler, avec les Alliés, bien sûr. Donc, et même, pour avoir détruit le fascisme, détruit entre guillemets, il proposait une société tout à fait différente. On s'est dit, voilà ce qu'il faut. Et l'Occident, lui, nous, et puis d'autres, l'Amérique, ils faisaient des guerres coloniales. Alors on s'est dit, voilà, il faut aller par là. Et puis on s'est aperçu très vite qu'est-ce qu'ils proposaient, c'était pire que toute autre chose. Oui. Voilà. Mais vous avez vous battre pour faire ce film. Il fallait se battre parce que... Il fallait le faire parce qu'il y avait quand même, en France à l'époque, il y avait 20 à 22% de communistes. Hein. C'était un parti énorme. Et Montand est incarné aussi. Et Montand a communiste. incarné ça parce qu'il avait cru, il était compagnon, il n'était pas communiste, mais il était compagnon de route. Et quand je lui ai dit, si tu veux faire, il a lu le livre, il m'a dit, on le fait immédiatement. Et on l'a fait dans de bonnes conditions, je dois dire. Et surtout avec une croyance formidable de Montand, ce qu'il faisait. D'ailleurs, il suffit de dire qu'il a maigri 12 kilos. Ouais. Et à un moment donné, le docteur nous a dit arrêtez, parce qu'il était emprisonné, il ne pouvait pas manger, etc. Et le docteur nous a dit arrêtez parce qu'on va pas, le cœur ne va plus tenir. Et on a arrêté. Mais on le voit dans le film complètement décharné. Ouais, et tout donné. Et Simone Signoret qui l'encourageait derrière. Vraiment. Encouragé comme dans la vie. Hein. Ouais. C'est un couple étonnant, oui. Un couple uni à vie et à mort, jusqu'au bout. Malgré les frasques que pouvait faire Montand à gauche, à droite. Il en parlait de ça, les frasques. Oui, on parlait de Marilyn, comme ça. Marilyn Monroe. Oui. Elle en parlait, Simone. Oui, le Simone savait très bien, elle en parlait très bien. Et il disait même à un moment donné, mais c'est un bel homme, c'est une belle fille. Donc, qu'ils aient une aventure, c'était très triste pour elle, mais enfin, finalement, c'était normal pour lui. Donc, c'était un couple très, très, je dirais pas moderne, qui s'aimait beaucoup, finalement, beaucoup plus que l'amour habituel que nous connaissons. Oui. Il y avait une sorte de fusion entre les deux, tout à fait parfaite. Et tous les combats que vous allez mener avec eux, les combats pour changer la société, les combats pour la liberté. Ils ont mené des combats dans tous les plans. Hein. Tout ce qui était injuste. S'il y avait une situation injuste, beaucoup de gens ont appelé Simone. Et Simone trouvait les moyens de faire des choses contre ou pour. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Ça, c'était une grande leçon aussi pour nous tous. Pour les hommes qui, parfois, on hésitait un peu. Et Simone disait non, ça, il faut le faire. Ouais. Elle avait raison, elle avait toujours raison. Oui, jusqu'au bout, lié avec eux. L'amitié jusqu'au bout, Costa Gavras. Oui, jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout. Et le départ, c'était vraiment une perte de l'un et de l'autre, une perte énorme, oui. Enfin bon, c'est la vie. Ouais. Montand qui tourne son dernier film avec Jean-Jacques Benex. Oui. Jusqu'au bout, il a arrêté. Il a voulu plonger dans l'eau glacée. C'est ça. Le pauvre Benex lui disait non, on peut le faire à un autre moment, etc. Il lui dit non, il faut le faire maintenant, etc. Et finalement, le cœur n'a pas tenu. Le cœur, disons qu'il avait donné son cœur beaucoup aux autres, Montand, avec ses chants, avec ses films, avec ses actes positif, et le cœur avait beaucoup affaibli, bien sûr. Ouais. Il avait oublié Simone Signoret, ou elle était toujours avec lui, toujours quelque part. Toujours avec lui, toujours derrière lui, toujours devant lui, toujours autour de lui. Ouais. Mais je crois même que Montand, qui avait une petite culture,
Il n'avait pas fait des études. C'était un garçon coiffeur qui, tout d'un coup, est devenu une star nationale. Il n'a pas eu le temps de... Tout d'un coup, il a trouvé une compagne, Signoret, qui, tout d'un coup, lui a appris plein de choses. Peut-être même la guider. Peut-être. Ouais. C'est grâce à elle qu'il a rencontré des grands poètes, Prévert, et toutes ces personnes qui ont écrit des chansons extraordinaires. Parce que c'était ça aussi la qualité de mon temps, de choisir des chansons importantes, qui parlaient de la vie. Pas des chansonnettes comme ça pour danser une soirée de beuverie. Non, des chansons qui disaient des choses sur la vie. Ouais. Et vous allez continuer. Alors il y aura Missing, bien sûr, Oscar du meilleur film étranger. Un incroyable succès, Missing. Oui. C'est un gros succès en Amérique. Jack Lemmon. Hein, Jack Lemmon qui a eu le prix à Cannes, etc. Oui. Non, mais ça, c'est une aventure extraordinaire aussi, l'Amérique. Parce que on m'a demandé d'aller en Amérique souvent, après les succès de mes premiers films. J'ai toujours refusé. Et la seule chose qui m'a arrêté, c'est cette histoire du père qui cherche son fils, perdu au Chili pendant les putsch, pendant le Pinochet. Et ça qui m'avait intéressé. Et j'ai dit aux Américains, je l'ai fait si j'ai la pleine liberté. Et sur les acteurs, le choix des acteurs, et sur le scénario, et sur le montage, et que je fasse aussi la post-production en France, pas en Amérique. Ils ont tout accepté, et c'est passé comme cela. Et ça a été une aide formidable du patron de l'Universal à l'époque, qui voulait absolument que le film se fasse de la manière que je voulais qu'il se fasse. Et on l'a fait, et c'était un gros succès en Amérique. Il a eu des prix un peu partout. Et Jack Lemmon, au début, il ne voulait pas de Jack Lemmon. Il dit, on fait un film comique. J'ai dit non. Il a fait d'autres films, comme L'Appartement, et quelques autres films, qui étaient vraiment des films sérieux, même s'il y avait de la comédie dans les films. Finalement, ils ont accepté. Oui. Et le film a été vraiment un moment important. Important. Pour moi, en tout cas, et puis pour eux aussi, ils voulaient absolument dire quelque chose contre le patronat de l'Universal, voulait dire quelque chose contre le Nixon et sa politique en Amérique du Sud. Oui. Vous pourrez parler de tant de films, Costa Gavras, État de siège, Clair de femme, tant de souvenirs. Vous aimez les acteurs, les actrices, profondément. Ah oui. Moi, je considère les acteurs comme les vrais collaborateurs du cinéaste. Parce que c'est eux qui portent l'histoire au public. Oui. Voilà. Il y a Romy Schneider, là, Clair de femme. Formidable. Romy, c'est... Et je dis même souvent que on me dit, vous dirigez les acteurs. Je dis non, je ne dirige pas les acteurs. Je collabore avec les acteurs. On est des amis. Et on essaye, avec une grande affection, tous les deux, l'acteur et le metteur en scène, de créer le personnage qu'ils doivent jouer. Voilà. Oui. C'est ça la relation. Ça n'est pas une relation de direction, faites ceci, faites cela. Non, pas du tout. Même pour le plus petit rôle. Oui. Montand et Romy, évidemment, après Claude Sauté. Et là, c'était quelque chose de les avoir ensemble. Ah oui, c'était film. C'était très émouvant. Et Romy était heureuse de retrouver Montand, j'imagine. Absolument, parce qu'ils avaient déjà une expérience ensemble qui avait très bien marché. Et faire une chose complètement différente, ça les intéressait beaucoup tous les deux, oui. Oui. Elle était comment, Romy? Elle avait une fêlure, quelque chose, comme on le dit parfois. Elle avait une fêlure. Elle avait un envie d'être très proche du metteur en scène et faisait plein de petites notes. Et il fallait discuter longuement pour telle ou telle chose, et s'occuper de tout, et se préoccuper plutôt de tout, avec une certaine inquiétude. Et je crois qu'elle était la suite de son apprentissage de l'allemand au français, de l'Allemagne en France. C'est-à-dire un autre pays, avec d'autres habitudes, qu'il avait fait finalement sa grande star. Oui. Parce que Romy n'était pas une star allemande, c'était une star française, partout dans le monde. Elle portait le souvenir, la tragique de ses origines familiales. Familiale, sa mère, sa famille avec le nazisme. La mort de son fils, etc. Tous. Elle avait derrière elle un monde négatif considérable. Mais elle ne le laissait pas partir, elle ne le laissait pas apparaître. Elle continuait, se concentrait complètement à son personnage avec une grande force. Et son personnage, elle le buvait jour et nuit. Elle pouvait vous appeler à 2h du matin et dire voilà, telle chose, etc. Comment nous faisons et tout. Non, c'était une collaboration formidable avec Romy. Ouais. Vous avez tourné avec Johnny Hallyday aussi. Ça, c'est une belle expérience. C'était une expérience, non? Parce que Johnny a accepté tout de suite de faire autre chose que ce qu'il faisait d'habitude.
avec Marquand, et ça fait un couple très intéressant. Non, c'était des belles expériences, tout ça. Facile à diriger, Johnny? Oui, toujours comme un agneau. Il disait, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on fait ceci? Moi, c'est là, oui. Oui, avec Fanny Ardant aussi, c'était un couple formidable. Comme on le voit sur l'affiche, c'était voilà, comme c'était ça. Vous vous souvenez du premier film que vous aviez vu à la Cinémathèque? Eric von Stroheim. C'est vrai, ça? Ah oui, absolument. J'étais à la Sorbonne et après le cours, des étudiants partaient vers la Sorbonne, vers la Cinémathèque, j'avais entendu dire. C'était tout à fait au début de mon arrivée en France. Et ils allaient voir à la Cinémathèque. Je suis allé avec eux. Et on est arrivé dans un endroit pas très grand, avec des chaises en bois qui claquaient quand on se levait ou quand on s'asseyait. Et tout d'un coup, un grand monsieur comme ça, très fort, il est venu expliquer le film que nous allions voir. Et il a parlé tellement bien du cinéma, et aussi tellement mal des producteurs qui avaient coupé le film, parce qu'on ne voyait pas tous les films, on voyait 2/3 du film. Et c'était fascinant. Et j'ai vu le film, c'était bouleversant, parce que c'était comme une tragédie grecque au cinéma. Moi, j'avais l'habitude de voir des cow-boys, des westerns, des d'action, des voyages dans les étoiles et tout. Et tout d'un coup, j'ai vu des gens qui vivaient la vie quotidienne, la vérité, mais tragiquement. Et j'ai dit, voilà, c'est ça. Et voilà, de là, je suis passé de la Sorbonne. J'ai appris qu'il y avait un col du cinéma. Voilà. Et je dis qu'il y a une autre façon d'écrire. Je voulais écrire, en fait, des livres. C'est une autre façon d'écrire, peut-être, c'est avec des images. Et heureusement, à l'IDEC, le patron, le directeur général, M. Tessonneau, Rémi Tessonneau, m'a accepté. Et ça, c'était un début extraordinaire. Parce que c'était à la fin des études, il m'a proposé aussi de faire un stage, un film, de Yves Allégret. Un stage de 3 semaines, parce que le film était de passage à Paris. Et les premiers assistants, c'était Claude Pinoteau. Grand assistant qui est devenu grand metteur en scène par la suite. Et à la fin du stage, Claude me dit, tu ne veux pas être mon deuxième assistant? J'ai dit, mais vous savez, Claude, moi, j'ai pas le droit. D'abord, je n'ai pas la carte de travail en France, et l'école ne permet pas qu'on travaille. Il m'a dit, ça fallait, on arrangera ça. Et je suis entré dans ce monde extraordinaire que la fabrication, la création d'un film. La création du côté technique, du côté artistique et technique. C'est-à-dire, c'est une sorte d'autoroute énorme où on découvre plein de choses et on voit comment se fait un film. Et ça, c'était là une leçon extraordinaire parce que après, je suis devenu deuxième assistant, premier assistant, etc., etc. Et j'ai comme ça travaillé avec Jacques Demy. Oui. Je suis devenu assistant de Jacques Demy, travaillé avec des Giono, de René Clair, ça c'était l'ancien cinéma. Et puis avec Demy, qui était le nouveau cinéma, tout à fait. Clément et quelques autres. Verneuil. Et ça a été des moments bouleversants pour quelqu'un pour un jeune immigré qui découvrait un monde extraordinaire jusqu'au jour où j'ai rencontré les Montants. J'avais un scénario écrit comme ça. Et ils ont accepté de le faire tous les deux. Simone d'abord, et après Montand. Et ça, c'était l'ouverture vers un autre monde, celui de la création des films, qui est un monde extraordinaire, bouleversant et en même temps terrifiant, parce qu'on ne sait pas où on va à chaque fois. Voilà. Et voilà. Et je suis arrivé ici, c'est pour raconter tout ça à vous. C'est ça le cinéma, le dernier souffle, Voilà. ce film. Vous diriez, Costa Gavras, patron de la Cinémathèque, vous aviez vu votre premier film gamin arriver à Paris, maintenant vous dirigez la Cinémathèque, et puis là, César d'honneur pour l'ensemble de votre carrière. Oui. Votre cinéma a marqué l'histoire, changé peut-être la vie, bouleversé, non, en ému. fait, la Cinémathèque, faisons une parenthèse. Je suis le président de la Cinémathèque, mais avec un groupe de cinéastes, nous sommes le conseil d'administration. Oui. Nous sommes des bénévoles. Mais il y a des gens qui dirigent la Cinémathèque, la direction, des vrais, qui font le vrai travail, en fait. Mais vous diriez, Costa Gavras, le dernier souffle, votre dernier souffle, ça sera une vision de cinéma? Ça sera quoi le sentiment? C'est une vie réussie? C'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très curieux de voir parce qu'on a eu beaucoup de difficultés pour le faire. Les salles ne voulaient pas le montrer. Et là, les premières projections qu'on fait depuis 3 semaines, il y a un accueil absolument étonnant, extraordinaire. Et j'entends des choses que j'ai voulu mettre dans le film qui sont dans le film, ce que j'ai voulu faire. Donc je suis très curieux de voir comment le public, le grand public,
qui ne connaît rien, comment va l'accepter? Mais sur le dernier souffle, on revoit sa vie, on se dit, c'était du cinéma, cette vie, c'était quoi, quand la vie s'achève? Non, c'était un cadeau extraordinaire qui m'a fait la France, hein. Absolument. Parce que j'ai jamais pensé, jamais imaginé même que je pouvais être arrivé jusque-là. Voilà. Et ça, je crois même que c'est le seul pays qui m'a permis de faire ça, c'est la France. Accepter de faire ça, c'est la France. Si ça avait été en Amérique, ça aurait été sûrement autre chose, mais sûrement pas ça. Ouais. Ben, le dernier souffle. Voilà. C'est pour dans bien longtemps. Costa Gavras. Mais le film est absolument remarquable et merveilleux. C'est un grand film de Costa Gavras. Allez voir ce film, Le Dernier Souffle. Merci beaucoup. Merci Costa Gavras. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci.